Et salut à tous et bienvenue sur Freakcast, le podcast préféré de Oveball. Et je suis accompagné aujourd'hui de Daisu. Bonjour. Je suis accompagné de Noki Day. Ouais. Je suis accompagné de Parmancha. C'est moi, la légende, pas mon chat. Et je suis accompagné de notre invité Raph qui est revenu parmi nous. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'actualité qui est: est-ce que Disney va tuer le cinéma ? Alors, grande nouvelle, Mulan ne sort pas en salle de cinéma en Europe. Il va sortir nulle part, sauf dans les salles chinoises. Disney a décidé de proposer donc le dernier film Mulan sur leur chaîne privée, donc sur Disney+, payant. Donc voilà, ça crée une vraie problématique autour des salles de cinéma, surtout en Europe. Surtout que ce qui rapportait beaucoup d'argent dans les salles de cinéma, c'était principalement les films Disney. Et après, on dit que c'est que Mulan, mais justement, c'est ça le problème, c'est que ils vont essayer avec Mulan, mais ils vont aussi essayer avec d'autres projets. Donc, on sent quand même le coup venir, quoi, dans le sens. On sent qu'ils testent le terrain et qu'ils vont voir comment ça se passe, quoi. Mais c'est une grosse phase de test, ouais. Disney a prévu vraiment de sortir tous leurs films que sur leur chaîne privée. En plus, ça leur rapporterait beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas encore confirmé. Ouais. Mais, enfin... C'est anticipable de dire. Ouais. On sent le coup venir quand même. Hein. Disons qu'ils vont voir comment ça se passe, mais effectivement, s'ils font plus de fric en passant leurs films sur Disney+, que ce qu'ils auraient potentiellement pu faire en passant au cinéma, je pense qu'ils vont se poser la question, clairement. Ouais. Après, il faut se poser la question de s'ils comptent faire ça pour 100% de leur production, en fait. Parce qu'en soi, ils passent Mulan et un peu les réadaptations de leur dessin animé façon blockbuster sur Disney+. Est-ce qu'ils comptent faire la même chose avec les Marvel? Est-ce qu'ils comptent faire la même chose avec les Star Wars? Je sais pas, c'est pas encore... Non, c'est pas encore sûr. C'est un peu un projet bêta, je pense, le fait de mettre Mulan sur Disney+, c'est... On expérimente, on teste. Oui, c'est un truc de test, mais le truc, c'est que si ça marche, je suis pas convaincu que ça marcherait pour tous les... Non, je crois pas. Ça, on sait pas, on peut spéculer, mais on sait pas. Ouais. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que, comme l'a dit Nokide, Disney, c'est une grosse production, c'est une grosse boîte de prod qui fait des films. Pour le moment, c'est eux qui font les films les plus populaires, ceux qui font le plus de pognon. Star Wars, les Avengers et toutes les adaptations. Oui, Pixar aussi, voilà. C'est quand même une énorme part du gâteau. Donc, faut se dire que si eux s'y mettent à 100%, je dis pas qu'ils vont le faire, mais s'ils s'y mettent, c'est quand même une énorme part de l'argent lié au cinéma qui partira, que les salles de cinéma n'auront pas. Raphaël, dis-nous ton avis sur la question. Non, du coup, mon avis sur le thème, sur la bombe qui a explosé récemment sur Internet. Mais en fait, en vrai, je suis... alors ouais, je suis humain, je suis un mec qui aime le cinéma quand même, donc ne me traitez pas de monstre. C'est triste, c'est vraiment triste pour les salles de cinéma parce que ça leur prive d'un film comme Mulan qui aurait pu clairement rebooster motiver les gens à aller au cinéma. Et même pour les salles de cinéma qui ont vraiment souffert à cause du coronavirus, c'est dommage que Mulan ne leur profite pas. Mais après, je me rends compte que, j'accepte aussi le fait que, on devait s'y attendre. Netflix, Amazon Prime, même la plateforme de Warner et du coup Disney+, ils font pas de la figuration. On savait depuis le début que leur but, c'est qu'à un moment, quand Disney ou même notre production fera un film, qu'ils ne sortent plus au cinéma, mais sur leur plateforme. Et donc du coup, là, on fait tous un peu les choquer, mais on devait s'y attendre, parce que c'est ça le but des plateformes de streaming au final, c'est de pas détruire, vous comprenez, mais en tout cas de limiter au maximum les films qui sont diffusés en salle, quoi. Et donc du coup, d'attirer le public à acheter un abonnement. Pour pouvoir en fait regarder les films chez soi, quoi. Est-ce que tu penses pas qu'il y a même au-delà des salles de cinéma, genre si l'énorme majorité de la production qui se fait est exclusivement diffusée sur des plateformes de streaming privées, comme on le sait tous, tournées vers le profit, donc Netflix, Disney+, Amazon Prime, tout ça, est-ce que tu crois pas qu'il y a même tout un pan du cinéma lui-même et tous des films qui ne pourront pas être diffusés là-dessus et qui ne pourront pas être vus, et que si les salles disparaissent, ces films ne pourront juste pas exister. Oui, non, clairement. Oui, clairement. Oui, c'est vrai que oui. C'est un peu le problème que j'ai avec ta position, c'est
voilà, je comprends encore l'idée de dire que voilà, c'est triste, mais bon, si c'est comme ça que ça se passe, voilà, on va pas se priver de voir les films qu'on a envie de voir. Mais le problème, c'est que moi, il y a des films que j'ai envie de voir qui seront obligés de disparaître, qui ne pourront pas aller sur Disney. Mais du coup, je me dis, bon, voilà, je joue l'avocat du diable, j'aime bien, mais si Disney rachète tous les petits producteurs, tous les petits réalisateurs et les met sur sa plateforme, tout le monde est gagnant. Mais oui, je sais que c'est un mauvais argument. Enfin, oui, ils vont pas le faire. Ils vont pas. Est-ce que tu vois Disney aller acheter les films de je sais pas qui, de Lloyd Kaufman? Non, mais de Lloyd Kaufman qui arrête pas de filmer des petits garçons qui se font écraser la tête par des voitures. Est-ce que tu crois qu'ils vont mettre ça sur Disney Plus? Dans le futur, les gars, ce sera Disney dira, ok, tu veux faire de l'art, bah du coup tu feras mon art. Sinon tu crèves. Ce sera littéralement ça, les gars. Vous verrez, on aura un ultimatum de dingue. On sera dans. Mais oui, mais c'est pas bien. Hein. C'est pas tu dis ça comme si c'était bien, mais c'est pas bien. Non, mais c'est pas bien, bien sûr. Mais voilà, je me dis que peut-être les petits créateurs, pour survivre, devront donner leur âme à Disney pour pouvoir avoir la chance d'être. Peut-être, mais c'est pas enviable comme futur. Mais non, oui, c'est clair. Si je peux dire un truc. En fait, je pense vraiment pas que les salles de cinéma vont disparaître. Je trouve que ce que décide de faire... pas disparaître, mais très compter peut-être. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il est fort possible qu'en fait, si ça continue dans cette direction, les salles de cinéma soient plus dirigées vers des personnes, des réalisateurs, des boîtes de prod qui sont un peu plus en dehors du système. Mais après, est-ce que c'est un système que les gens vont accepter aussi? Parce que, en fait, un truc qui me choque vraiment, c'est le prix que les gens devront dépenser pour voir le film. C'est 30 balles, $30 pour voir le film en plus de l'abonnement qu'on a déjà. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils mettent ce prix-là. Ils mettent ce prix-là parce que c'est rentable à partir du moment où tu y vas en famille. Si tu vas à 4-5 et que tu payes 30 €, tu payes moins au final que sur Internet. Faut pas oublier aussi que c'est Spielberg qui en avait parlé de ça, de cette augmentation de prix énorme. Donc depuis des années, il disait que avec l'endettement d'Hollywood, forcément à un moment donné, les blockbusters ils vont coûter la blinde parce que on oublie un peu tout l'aspect promotionnel qui coûte énormément d'argent à Disney. Et vu qu'ils ont beaucoup de branches, beaucoup de gens à rémunérer, forcément 30 €, en fait, ça paraît logique point de vue commercial. Non, autrement, c'est ça. Quand c'est dans des salles de cinéma, il y a toute la petite famille qui arrive et t'en as même plus pour 30 € si c'est une famille. Oui, complètement. Je sais pas trop parce que tu parles d'endettement d'Hollywood, mais est-ce que Hollywood est si endetté que ça? Parce que on n'a jamais vu autant de films qu'aujourd'hui. Les films rapportent plus que ce qu'ils ont jamais rapporté avant. Les studios se font un masse de pognon. Oui, mais les films coûtent plus que ce qu'ils n'ont jamais coûté avant. Oui, c'est ça. Les budgets augmentent énormément et il y a la crise du coronavirus qui met un peu tous les studios dans la merde parce qu'ils ont tout annulé. Ils annulent les sorties, ils annulent les tournages. Donc ils sentent aussi la merde arriver. Oui, pour ce qui est du coronavirus, je suis d'accord. Ouais. Ah oui, et en termes de capitalisme, il faut faire la différence entre productivité et ce qui rapporte. Parce que justement, parfois, quand tu vois des studios faire plein de films comme ça, il faut savoir que ce sont des endettements en fait. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent en caisse, c'est parce que ils arrivent à s'endetter plus. Et il y a comme un principe dans l'économie comme quoi celui qui est le plus endetté arrive plus facilement à s'endetter encore plus que le voisin, quoi. Donc c'est un drôle de principe, mais il faut pas croire que l'or coule à flot, quoi. Tiens, d'ailleurs, en parlant pognon, puisque les plateformes de streaming vont se démocratiser, qu'il y en aura de plus en plus, finalement, on n'arrivera pas à un moment où les gens se diront que ça ne vaut plus la peine de s'abonner à toutes ces chaînes de streaming, puisque bon, évidemment, ça va te coûter un bras, quoi, de t'abonner à tout. Là, déjà, c'est déjà impossible maintenant de s'abonner à tout. Est-ce que les gens vont pas se dire que ça vaut peut-être plus la peine, limite, de pirater les films plutôt que d'essayer de payer des abonnements par-ci par-là pour essayer de voir tout leur film? Ça c'est le problème des plateformes. Mm-hmm. Ouais. Là, ils veulent jouer au con.
Ouais, et surtout qu'en plus, si le cinéma meurt pas entre-temps, bah je pense ça les poussera à la limite à peut-être y retourner plus abondamment. Ça après je sais pas, mais Je pense qu'à un moment il va y avoir une espèce d'alliance où tu auras, comme pour la télé à l'époque, tu vois, tu auras un pack de services de stream où tu payes un gros truc en même temps et tu as 4-5 services en même temps. Oui, mais c'est ce qui s'était passé avec le câble. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va aller là-dessus au final. Ah, donc le prix de l'abonnement à télé va être plus cher. Alors. Justement, je pense si ça continue comme ça, en fait, si streaming ne tuera pas forcément le cinéma, je pense qu'il tuera la télévision. Hein. Je pense vraiment que les gens vont se désintéresser des émissions faites pour la télévision. Non, je pense que la télévision va juste s'importer sur les plateformes de streaming. Ouais, je pense aussi. Il y aura juste une espèce de fusion comme dans Dragon Ball avec une espèce de monstre comme résultat, tu vois. Fusion. Donc, ça sera une sorte de YouTube télé plus. Alors que pour essayer de revenir un peu à ce qu'on disait, un truc intéressant, c'est que un film, c'est un objet temporel, c'est un objet qui existe seulement quand tu le consommes, quand tu le mets en marche, et ça se ressentait aussi dans la façon dont on le consommait, c'est-à-dire que tu payais ta place pour aller au cinéma, et plus tard tu attendais pour payer le DVD, le Blu-ray, ce que tu veux, mais maintenant finalement en fait tu payes pour qu'il soit disponible, en fait tu le payes pour ta plateforme de streaming et tu payes pour y avoir accès, c'est tout. Ouais, tu payes pas pour posséder l'objet, mais juste pour le voir et puis tu passes à autre chose, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Moi j'ai surtout l'impression que avec Netflix, c'est comme si tu payais l'entrée d'un parc d'attractions par exemple, bah oui, et que tout est gratuit. Ok, c'est bien, mais tu vas pas tout faire encore une fois, tu vois. Sur Netflix, tu vas pas tout regarder, et même les films que tu as envie de revoir, bah tu vas pas les revoir à vie, tu vois. En tant que consommateur, c'est pas un choix facile, en tout cas, de s'abonner à ce genre de chaîne, parce que tu te dis, ouais, t'as accès à plein de films et tout ça, mais que finalement tu regardes pas. Et en fait, on vit dans une époque où, en fait, ce qui est important maintenant, c'est pas tant d'acheter un produit, c'est d'être attaché à une marque, d'être, là, j'ai perdu le mot. L'appartenance à une communauté. Ouais, ton engagement, c'est ça. C'est en fait, les marques veulent que tu sois engagé dans dans tout ce qu'ils font, quoi. C'est pour ça que maintenant t'as beaucoup de marques qui essaient de devenir plus humaines sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils interagissent avec leur communauté, vraiment comme si c'était des gens à part entière. Que bon, derrière il y a plein de gens du marketing, il y a des gens qui sont payés pour écrire des tweets, tout ça. Et j'en parle parce que c'est un peu ce qu'on voit maintenant aussi avec les plateformes de streaming. C'est comme Disney a une capacité d'engagement plus importante qu'une simple salle de cinéma. C'est un peu déloyal, quoi, de profiter à ce point de son statut pour faire payer plus et finalement laisser les autres dans la merde, quoi. Oui, enfin, tu vas pas faire changer d'avis Disney en disant qu'ils sont des loyaux. Non, mais clairement, c'est pour ça aussi. Ce qui est déloyal aussi, c'est que ils peuvent tout se permettre. Et je pense pas qu'il y ait vraiment moyen de les arrêter, sauf peut-être avec leur communauté. Mais leur communauté, justement, ils sont déjà attachés à eux. Faudra voir si au final les gens vont voir ce film. Vous savez quand sort le film sur Disney+, ou on peut déjà le voir actuellement? Le 4 septembre. Non, oui. Le 4 septembre. Ouais, donc du coup, on sera fixé sur le public est vraiment prêt à payer un abonnement, puis après payer le film, pouvoir voir le film. Et puis, on verra si beaucoup de gens vont boycotter ou pas, quoi. Mais non, moi je crois encore peut-être que qu'il y aura quand même encore une grosse majorité de personnes qui vont pas forcément aller voir le film. Je crois qu'il y aura plus de boycottage, si le mot existe, que de gens qui vont. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Moi, je sais pas en vrai. Hein. Non, c'est vrai. Ça, on sait pas spéculer, mais je me dis, attends, voilà, je prends un père de famille qui a un petit job. Est-ce que j'ai payé un abonnement Disney+ pendant X mois et puis repayer encore la somme de 30 € pour voir un film, sachant que je peux attendre peut-être 3-4 mois en plus et je l'ai en streaming, tu vois. Mais je pense que tout va se jouer sur le Disney+, je veux dire ce que Disney+ a à proposer. Et parce que comme je suis d'accord avec toi, donc je pense que le père de famille va quand même réfléchir avant de s'abonner et se dire Mulan, soit on attend, soit on le télécharge illégalement, ou soit rien du tout. Mais les gars, faut réfléchir un peu réaliste aussi. Hein. Déjà,
le père de famille, pourquoi il serait pas déjà abonné à Disney+. Ouais, mais non, ça c'est vrai. S'il a un père de famille, je pense que c'est raisonnable d'assumer qu'il y a de grandes chances qu'il soit déjà abonné. Et ensuite, si c'est un père de famille, est-ce qu'il a le réflexe d'aller télécharger illégalement? Tu vois, si c'est un père de famille genre plutôt jeune comme ça, qui a 30 ans peut-être, mais si c'est un père de famille qui a 40, 45 ans, 50 ans, aucune chance. Ouais, non, aucune chance. Mais je pense ces gens-là vont payer les 30 €. Mais je pense que dans ce cas-ci, pour l'instant, il y a plus de gens qui n'ont pas encore de compte Disney+, qui en ont, tu vois. Donc, je pense qu'il sera une majorité de gens qui vont devoir adhérer au service, puis adhérer au film. Mais je sais pas, il faut des stats pour ça, il faut avoir des statistiques, il faut avoir des chiffres. Voilà, bon, on doit avoir des stats, ça c'est sûr. Mais il faut pas oublier que ça fait à peine 3 mois, 3 mois et demi que Disney+ est arrivé en France et en Belgique. Hein. Donc c'est très récent. Hein. Mais il y a quand même le Covid qui a peut-être aidé la montée d'abonnés, tu vois, parce que les gens sont restés à la maison, donc il y a moyen qu'au final ils ont battu un record que s'il n'y avait pas de Covid, à voir. Après l'autre point, c'est que là les 30 € vont entièrement à Disney. Tandis que sur la place du cinéma, Disney touche 40% seulement, tu vois. Donc non, en vrai, même si 2 fois moins de gens voient le film, ça il risque d'être rentable quand même, quoi. Puis de toute façon, le film il sort en Chine, donc il sera rentable de toute manière. Il sera rentable en Chine. Et en plus, casting 100% chinois, donc du coup encore plus rentable. Hein. C'est le casting 100% chinois. En plus, un peu le film original qui a été tordu pour ressembler à un film de guerre chinois qui est toujours un énorme succès en Chine. Donc, plus l'actrice qui ça c'était rigolo. Je sais plus si vous vous souvenez, il y a genre 1 an ou 2, il y avait les manifs à Hong Kong, où c'était les Hongkongais qui manifestaient et qui allaient casser la gueule à la police, et la police allait leur casser la gueule encore plus parce qu'ils refusaient genre la surveillance généralisée comme ça. Et puis t'as l'actrice principale qui a fait un statement, qui a fait un tweet où elle disait: oh là là, la police de Hong Kong c'est vraiment des héros. Il faudra que tu nous bien le gouvernement chinois. Je sais pas si c'était un tweet, c'est peut-être dans une interview ou quoi, mais c'était. En tout cas, il y a eu un statement où elle soutenait la police hongkongaise, tu vois. Donc c'est vraiment. Donc elle soutient le gouvernement chinois. Oui, elle a envie d'avoir une carrière, tu vois. Alors, je reviens avec les statistiques donc de Disney+. Alors pour l'instant, il y a plus de 1,8 million d'abonnés, voilà, en France. Donc c'est très loin, de Netflix. Donc on voit que c'est juste un lancement. Il y a combien d'abonnés de Netflix? Là, j'ai pas de stats en France, mais je sais que dans le monde, c'est 170 millions d'abonnés et Disney+, c'est seulement 50 millions. D'accord. Mais après, mais Netflix est là depuis beaucoup plus longtemps. Oui, c'est vrai. C'est depuis des années. Donc on le calculait vite fait. Hein, donc je pense que pour le film Mulan, ils vont d'office taper sur leur budget de production. Après, est-ce qu'il y aura une grosse plus-value? Ça, on ne sait pas. Je pense que ça aurait été succès beaucoup plus large s'il l'avait fait genre 2 ans après le lancement de Disney+. Moi, je pense aussi. Ouais. Oui, après, là, leur main a un peu été forcée. Donc, ouais, c'est ça. Enfin, non, en fait, non, ils auraient pu attendre. Oui, tout le monde. Mais ils veulent du pognon et ils n'ont pas de scrupules. L'occasion est là, quoi. Oui, c'est ça. C'est genre, parce qu'ils veulent pouvoir dire non, mais vous pensez aux petits-enfants qui ont très envie de voir Mulan. C'est super important. Moi, je pense qu'il y a ça, hein, c'est que ça participe au lancement de Disney+ en France. Surtout qu'ils font une grosse com récente. Je pense à un truc aussi, c'est que sur Disney+, tout ce qu'ils ont à faire pour attirer plus de monde, c'est faire plus de contenu, en tout cas faire du contenu qui attire les gens. Donc c'est en gros faire du spectacle, c'est donner plus pour que les gens soient plus attirés. Alors que le cinéma, ils peuvent pas faire grand-chose à part juste faire bien leur travail, quoi. Ils ont besoin de faire du spectacle aussi, quoi. Ils ont besoin aussi de gros films et d'une grosse offre. Le cas, c'est que je sais pas si, au bout d'un moment, ils peuvent. Je pense pas qu'ils peuvent combattre les grosses prods, quoi, avec les sites de streaming, quoi. Je pense pas que ça marchera, quoi. Après, il y a toujours des solutions. Hein. Il y a toujours des solutions. C'est soit innover les salles de cinéma, ou soit peut-être embellir un peu l'aspect convivial des salles de cinéma. Il y a des solutions. Mais après, c'est vrai que à partir du moment où il y a plus de gros films, ça devient compliqué, quoi. Le truc, c'est tu joues le même jeu tu joues le jeu de la compétition, en fait.
à ce moment-là. Et le problème, c'est que le jeu de la compétition, c'est ce qui a mené à cette situation. C'est ce qui a mené Disney à décider, ok, écoute, on va faire plus de pognon en allant défoncer les genoux des salles de cinéma. Mais c'est ça le truc. C'est au bout d'un moment, il faut juste pouvoir un peu réfléchir en dehors de ce paradigme-là, parce que sinon, tout ce qu'on doit faire, c'est dire, ok, on espère que tous les concurrents seront loyaux, mais il n'y a aucune garantie que ce sera le cas. Ils ne le sont pas du tout. Hein. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que quand un concurrent est déloyal, il n'y a aucune régulation en place pour faire en sorte de régler la situation. Quoi. C'est ça, oui. Et là, un autre truc que je voulais vraiment dire, c'était... j'avoue que c'était un petit peu... La première fois que j'ai découvert le fait que les gens gueulaient par rapport à Disney en mode vous nous privez des films qui peuvent potentiellement faire vivre les salles de cinéma. Je comprends et c'est totalement c'est compréhensible et je suis totalement d'accord avec eux. Mais encore une fois, on revient quand même d'un petit drama aussi où on disait que on en a marre des films blockbusters. Enfin, en tout cas de certains films parce que ça brasse bien sûr des millions, mais en même temps, le public ne va voir que ça, tu vois. Et maintenant, on se dit c'est des salauds parce qu'en fait, ils nous privent du coup de ces films-là qui peuvent faire vivre le cinéma. Et moi, au début, après avec le recul, j'ai réfléchi un peu plus, mais au début, j'étais agacé parce qu'on me disait d'un côté, vous prenez tout le public. Et du coup, vous empêchez que des petits films indépendants puissent survivre. Et d'un autre côté, quand on se dit, ok, on vous laisse survivre, on reprend nos mastodontes, les gens râlent parce qu'ils sont plus au cinéma, tu vois. Non, l'argument, c'est pas que les blockbusters prennent tout le public d'autres films. L'argument, c'est que les blockbusters prennent tout l'espace publicitaire que d'autres films pourraient utiliser. C'est même pas que ça, c'est que les gros films comme les Disney sont taxés pour financer le CNC, donc pour financer les films d'art et d'essai plus underground en fait. Donc il y a un énorme manque à gagner au niveau production cinéma si les gens ne vont plus voir les gros films qui rapportent plein d'argent. Parce qu'ils rapportent plein d'argent à Disney, mais ils rapportent potentiellement plein d'argent au CNC, tu vois. D'accord, ok. Ouais, donc c'est pour ça que même les gens qui travaillent dans le milieu du cinéma s'inquiètent un peu de ça, quoi. Parce que donc le CNC aura moins d'argent. Ouais. Ce que c'est que je me dis, pas tout de suite, mais dans un futur peut-être plus ou moins proche, je me demande si les salles de cinéma ne se dirigeraient pas alors plus vers un système, vers des films et des cinéastes plus indépendants, plus locaux, pour essayer de pallier à ce manque. Et même si le CNC gagnerait moins d'argent, il y aura peut-être moyen quand même d'encourager, de faire en sorte qu'on voit plus de projets indépendants. Ça sera pas suffisant. Ce serait bien, mais il faut que ce soit rentable quand même, quoi, au final. En fait, à partir du moment où tu rentres dans un schéma de société où c'est la rentabilité qui prime, c'est pas les films indépendants qui vont faire survivre les salles de cinéma. Loin de là. Tu peux pas trop t'attendre à ce que Gaspard Noé soit aussi rentable que Mulan. Ouais. Voilà. Mais après, je parle de cinéma indépendant. Mais bon, en étant réaliste, on se dirigerait alors plus vers un cinéma qui serait produit par exemple des grosses chaînes de télévision. Du coup, on aurait, on va dire, du blockbuster à la française, à la belge, mais bon, est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui arrive au bon Dieu, 7e édition. Oh, putain. Du coup, je sais pas si ce serait une bonne chose, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ça pourrait encourager à créer des productions plus locales. Plus locales, mais aussi peut-être plus différentes que ce qu'on fait actuellement. Après, c'est peut-être un peu trop beau pour espérer voir ça, mais on sait jamais. Et puis, puisqu'on parlait de rentabilité, plutôt que parier tout bénéfice sur un seul film qui apporte beaucoup, peut-être que ce qui va se faire alors, c'est essayer de gagner un maximum d'argent sur plusieurs films. En fait, c'est plutôt privilégier la quantité plutôt qu'à un seul gros truc, quoi. J'aimerais bien juste te poser la question, c'est en soi, si la production locale en Europe se tourne vers la rentabilité, se tourne vers le genre de films qui sont produits en Europe et qui marchent en Europe, pourquoi est-ce que ça encouragerait à créer des productions différentes de ce qu'on fait maintenant? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Honnêtement, c'est peut-être un peu trop naïf de penser ça, mais voilà, imaginons le pire scénario possible où Disney commence à vraiment supprimer tous les films qui financent des cinémas, et on se retrouverait avec des cinémas sans le moindre gros film de science-fiction, gros film d'action, tout ça. Du coup, je me dis,
peut-être que pour pallier à ça, t'aurais des productions peut-être un peu plus petites, mais qui essaieraient de créer leur propre film de science-fiction, qui essaieraient de relancer un peu tout ça pour que ce soit quand même visible dans les cinémas. Après, je le dis, c'est peut-être vraiment naïf de penser ça de ma part, mais bon. Bah, ouais, bien sûr, mais en fait, encore une fois, il y a le problème facteur économie, hein. C'est que pour proposer de l'original, tu dois mettre encore plus d'argent dans cet aspect promotion, marketing, parce que quand c'est original, ça n'intéresse personne. En fait, ça intéresse seulement si la structure ou la personnalité qui est derrière est déjà connue. Par exemple, Christopher Nolan, s'il nous sort un film d'horreur, plein de gens iraient voir son film. Oui, mais même plus proche de nous, Luc Besson. Hein. Luc Besson, il n'a pas commencé par faire des gros films de science-fiction, il a commencé par faire des films des films moins chers, et une fois qu'il est devenu connu, il a commencé à pouvoir... Il a commencé par un film de science-fiction. Oui. Il a commencé par un film de science-fiction qui coûtait genre... pas cher, mais un film de science-fiction. Oui, qui a coûté genre 10 € et 3 sandwichs, quoi. De toute façon, il y aura toujours des films originaux, mais surtout à notre époque, quelque chose qui attire les gens au cinéma, il faut qu'il y ait une marque de fabrique, une franchise, il faut que ça soit un événement, tout simplement parce que voilà, la salle de cinéma, tout le monde connaît et ça devient un peu redondant, tu vois. Et dans ce marché un peu redondant, on va plus se diriger vers quelque chose soit qu'on connaît déjà, mais qui propose toujours un petit plus, ou soit on se dirige vers d'autres domaines, tu vois. Donc c'est très difficile en tout cas pour les nouveaux artistes, d'être reconnus, de se lancer, parce que je vois quand même beaucoup de gens qui essayent de percer dans le cinéma, qui n'y arrivent pas, tout simplement parce que il n'y a pas l'investissement qu'il y a derrière, tu vois. Ils sont pas aidés par justement le système. Bah, le système est fermé, en fait. Le système est placé de manière à promouvoir la rentabilité à tout prix, et une fois que le modèle rentable est trouvé, donc c'est les comédies de Christian Clavier, Danny Boone, Cadmerat, tout ce genre de trucs, que ce qu'on a fait au bon Dieu, Bienvenue chez les Ch'tis, tout ça, ils se disent ok, on a notre modèle, il continue à fonctionner, c'est ce qu'on va continuer à produire. Parce que le truc, c'est dans les années 90, il y avait des projets plus ambitieux qui se faisaient. Donc, on a parlé de Luc Besson, mais il y avait aussi les premiers films de Jean-Pierre Jeunet, qui étaient Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus, qui étaient des grosses productions ambitieuses qui se faisaient en France. Et c'est des choses qui ne se font plus maintenant. Et en plus de ça, à partir du moment où ils trouvent justement le système rentable, ils détruisent par la même occasion toutes les autres productions. Parce que eux sont rentables, et donc prennent de la place à l'affiche dans les salles de cinéma, tu vois. C'est comme ça que fonctionne le milieu de l'entreprise. Et donc forcément, le cinéma, c'est une entreprise. Tout fonctionne sur la compétition, et donc on doit se valoriser plus que l'autre. Donc on doit être plus lisible, et donc le film un peu indé qui n'a pas le budget pour avoir un très bon marketing, il va se faire complètement mis de côté, tu vois. Même si c'est un très bon film, voilà quoi. Peut-être il aura un peu de chance de ressortir dans des salles spécialisées, tu vois. Mais ça n'empêche que le terrain, quand elle est fondée, elle ne change pas, ou quasiment pas. Et il faut que la fondation même disparaisse pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, tu vois. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est justement ce modèle de compétition qui a un peu apporté cette méfiance de l'originalité? Oui, complètement. On veut plus prendre des risques. Et ça, en fait, les banques, il faut savoir que les banques, ils prennent des risques là où il y en a pas. C'est très clair, c'est que ils font genre, ils investissent beaucoup d'argent dans quelque chose qui fonctionne déjà. Et ça, c'est dû à la compétition. La compétition peut jouer, ça c'est clair, mais au-delà de la compétition, je pense que ça passe surtout par des études de marché, voir ce que les gens, au lieu de leur donner ce dont ils ont besoin, c'est plus leur donner ce dont ils ont envie, c'est-à-dire plus un film devant lequel ils peuvent totalement débrancher leur cerveau, tu sais, ils ont vraiment pas besoin de réfléchir. Et bon, les films qui demandent moins d'investissement, c'est les comédies, je dis pas ça en mal ou bien, c'est juste que c'est très facile quoi. Et en plus, ça peut te permettre de
dépensais pas trop d'argent. Voilà, tu dépenses moins d'argent, je pense, pour une comédie que pour un film de science-fiction. Bien que bon, c'est même ça peut se discuter. Mais voilà, ça. Oui, mais là, tu parles du point de vue du spectateur, du consommateur. Mais moi, je te parle plus du point de vue production, en fait. C'est-à-dire, si le producteur avait moins en tête cette paranoïa permanente d'être plus rentable que l'année dernière, tu vois, il pourrait se dire ce projet-là il sera pas rentable, mais je l'aime énormément et j'ai envie qu'il se fasse, tu vois. Et il n'aura pas ce dilemme-là. Il pourra se dire j'ai envie de le faire, je le fais, et c'est pas grave s'il n'est pas aussi rentable que le film qui est en face, parce qu'il n'y a pas le souci de la compétition. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense aussi ça, c'est que moins de compétition, ça favorise la diversité, tout simplement. Mais moins pousser l'homme dans ses retranchements, alors. Mais non, on le pousse naturellement. On évolue, on change, on grandit naturellement, tu vois. Ça sert à rien de la forcer, parce que si c'est la forcer, tu risques d'avoir une attitude qui est contre-productive. Non, mais je pense que, on peut très bien aussi être dans le dépassement de soi sans forcément forcer à fond dans la compétition. Oui, mais justement, ça c'est différent. C'est pas ça la compétition. Il faut séparer, parce que je vois beaucoup de discussions autour de ça. C'est quoi la compétition? Mais les gens croient que la compétition c'est le dépassement de soi et tout ça. Non, ça c'est pas la compétition. C'est pas la compétition qu'on parle, parce que quand on parle de compétition, on parle d'équipe qui s'affrontent. On parle pas de dépasser soi-même, on parle de dépasser les autres, en fait. D'accord, ouais, et c'est ça qu'on se ment un peu, je trouve, chez les entrepreneurs et même chez les travailleurs, tu vois, quand on dit c'est la compétition, regarde, j'ai taclé l'autre, c'est la compétition, je me suis dépassé, tu vois, j'étais au plus fond de moi-même, mais entre-temps, t'as taclé l'autre, là, tu vois, donc voilà, quoi, ne dis pas que c'est du dépassement de soi de tacler l'autre, tu vois. Non, ça, c'est vrai que... Faut bien séparer les choses, quoi. Je pense qu'on entre vraiment dans un côté peut-être un peu trop philosophique, peut-être un peu trop... Et il faut un peu, parce que en fait, ça n'a pas l'air, mais l'acte Disney qu'a fait pour Mulan, c'est politique. Et quand c'est politique, c'est philosophique, ça peut partir très loin. Mais par rapport à la compétition, donc on est d'accord pour dire que Disney est en compétition par rapport aux autres. Oui, mais déjà avec Netflix, avec HBO, avec... Oui, et puis avec les autres studios de cinéma aussi, avec Warner. Un peu. Mais je pense pas que c'est de la compétition qui est gratuite. Je pense que leur but de faire de la compétition, c'est en fait, au final, de batailler pour avoir notre temps, tu vois. Donc au final, c'est... Mais c'est ça. En fait, à partir du moment où l'argent ne vient pas dans leur poche, voilà, ils sont en compétition avec cette personne, tu vois. S'ils voient l'autre entreprise se faire plein d'argent, ils se disent « Ok, merde, il faut qu'on fasse mieux qu'eux ». Le patron de Netflix disait ça à un moment, que lui, sa boîte était en compétition avec notre sommeil. Ouais, c'est ça, le temps. Le temps que vous dormez, vous ne regardez pas les séries Netflix. Donc, par exemple, tu vois, on a parlé dans le précédent débat de regarder des séries, des films à l'extérieur ou dans le métro ou tout ça. En soi, on peut considérer que Netflix, à ce moment-là, était en compétition avec le temps que tu passes dans le métro, en fait. Et voilà. Donc le fait de passer maintenant sa vie sur son téléphone, ça fait partie de la compétition. Du coup, le fait de passer du temps en salle de cinéma, c'est de la compétition ? Oui. À la base, le cinéma, c'est une industrie. Et ça, personne peut le nier. C'est de l'art aussi, un petit peu, quand même. C'est les deux. À la base, le cinéma, c'est une attraction de foire. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça a duré 2-3 ans. Oui, et ça peut devenir de l'art. Mais ça, c'est justement à partir du moment où le secteur, le marché est en plein essor. J'ai l'impression que c'est toujours à chaque fois comme ça, tu vois. C'est dès que la technologie apparaît, on en fait une sorte de foire, d'amusement, de divertissement. Et puis après, c'est vrai que dans ce divertissement, il y a quelque chose qui se crée en nous. Et là, ça va plus loin, quoi. Donc on part un peu plus loin.
Mais Bon, en tout cas, pour revenir vite fait à la foire, c'est clair que Kinépolis l'a compris. Hein. La 4DX, c'est toutes les caractéristiques d'une foire. Les sièges qui bougent, de l'eau qui tombe dessus. C'est la foire. Hein. C'est littéralement ça. Donc, non, le cinéma, c'est un business, malheureusement. Ça tend à devenir... Il y a trop d'argent en jeu. Hein. Mais là, on remarque quand même un truc, c'est que le business du cinéma est en régression, tout simplement. Parce que on sent que les studios investissent encore plus qu'auparavant. Et comme je disais, donc prennent des risques là où il n'y en a pas. Donc, par exemple, Mulan qui va sur Disney+, voilà, ça fait partie de leur risque, mais ils savent très bien que il n'y a rien de dangereux. Donc, au final, on voit quand même plusieurs mouvements mercantiles comme ça, où tu te rends compte que mais il y a un problème qui existe, qui persiste dans le cinéma, c'est que est-ce qu'on ne serait pas justement dans une pente, je veux dire, négative, où les gens s'intéresseraient de moins en moins au cinéma, s'intéresseraient déjà un peu plus aux jeux vidéo ou aux séries, tu vois. Ouais, non, tu veux dire alors s'intéresse de moins en moins aux salles de cinéma, parce qu'en soi, le cinéma, on le consomme everyday quand on est chez soi, devant sa télé ou... C'est un point de vue économique aussi. Il faut savoir qu'on est en crise économique et qu'on a quand même moins d'argent qu'il y a 10, 15 ans, quoi. Ouais. Oui, enfin, ça dépend qui. Oui, effectivement. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, quoi. Mais, enfin, juste pour un petit peu, c'est juste que je pense à un truc qui est plus ou moins lié à ce que tu disais, enfin un peu moins dans le côté compétitif, mais un peu plus dans le côté artistique. En fait, j'essayais d'imaginer à nouveau quel genre de système on pourrait se diriger, et je repensais à ce qu'on disait aux réalisateurs qui avaient commencé petit pour faire des blockbusters maintenant, et donc je pensais par exemple au premier film de Peter Jackson qui avait fait Braindead et Meet the Feebles, mais je pensais aussi au premier Evil Dead qui avait été vraiment fait avec 2-3 bouts de ficelle, quoi, qui a eu quand même un gros succès. Et du coup, j'essaie d'imaginer une époque où on avait beaucoup de films dans ce genre-là. Et là, je repensais un peu aux Midnight Movies, où t'avais vraiment cette période dans les années 70 où t'avais vraiment des films très indépendants, très spéciaux, très bizarres qui ont eu un gros succès, qui étaient en séance de minuit, bien sûr, mais je me demande s'il n'y aurait pas peut-être une possibilité pour qu'on revienne vers, où est-ce que les gens ne seraient pas intéressés de revoir un peu ce genre de production, voilà, redébarquer un petit peu. Ouais, j'y crois pas pour ça. Non, parce qu'il leur faut un canal de diffusion, et ils vont pas être ces films-là, ils ont fait leur succès par vente de VHS, ou ils n'ont pas fait leur succès dans les salles de cinéma. Il y a Lloyd Kaufman qui en parlait. Je pense que je l'ai déjà mentionné à un moment, mais que en gros, en fait, dans les années 70, 80, il y avait un système économique, il y avait un équilibre économique entre les grosses productions hollywoodiennes et les productions beaucoup plus indépendantes cinéma. Et en soi, il y avait beaucoup plus une espèce... il y avait des collaborations qui se faisaient, tu vois. Par exemple, Lloyd Kaufman, c'est un type c'est le patron de la Trauma, de la compagnie Trauma, qui a été notamment la compagnie où James Gunn avait fait ses premiers films. Ses premiers films tout dégueux, edgy, tout ça. Du coup, Kaufman, qui est le patron de cette compagnie-là, était un des types qui avait travaillé, par exemple, sur Rocky, le tout premier, tu vois. Ah ouais. Donc, en soi, c'était une époque où il y avait vraiment une espèce d'alchimie entre ces deux univers-là. Et avec le temps et avec les changements sur le modèle économique qui sont apparus dans l'industrie, en gros, il y a juste eu le système hollywoodien mainstream qui a un peu pris toute la place, et les petites productions bizarres indépendantes se sont retrouvées poussées de plus en plus loin sur les côtés. Et en soi, j'arrive pas à imaginer quel genre d'événement pourrait amener au renouveau de cet équilibre-là, je pense. Et j'aimerais bien justement résumer justement par une phrase choc, c'est l'artiste ne fait pas le système, c'est le système qui fait l'artiste. Donc encore une fois, c'est toujours des gros... Bon, par exemple, David Lynch, qui a commencé à faire des films dans les Midnight Movies, il aurait pu tout simplement ne pas être connu, rester un cinéaste un peu amateur comme ça, si des grosses boîtes n'étaient pas venues le chercher. Voilà, et je pense que c'est pour beaucoup comme ça, c'est que, encore une fois, apporter la nouveauté, apporter des nouveaux artistes, tout ça, ça ne tient que aux producteurs, à ceux qui sont déjà dans le système. Oui.
mais je me demande si le système va justement pas devoir s'adapter de lui-même pour survivre, en tout cas intérieurement en Europe. Parce que comme quand je vois par exemple certains films asiatiques, notamment des films chinois qui réussissent à faire des choses avec leur propre système. Après, je sais pas du tout comment fonctionne le système chinois pour les films. Mais ça coûte beaucoup moins cher déjà, les films en Chine. Ouais. Enfin, les films asiatiques. Les films sont... en Chine, en tout cas, les films sont financés par le gouvernement. Oui, la Chine, c'est un cas à part encore. Mais bon, du coup, peut-être qu'on se dirigera vers un système différent, peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être qu'on verra, qui sait, une nouvelle vague en Europe. On va se libérer des règles imposées par les Américains depuis des années. On va tenter des trucs, on va devenir très artistique comme ça. Mais je sais pas, moi je me dis, il y a peut-être l'espoir pour qu'on crée quelque chose de nouveau, que le système se réadapte, je ne sais pas. Ah mais j'espère aussi. Mais justement, du coup, la nouvelle génération, donc on a un expert de nouvelle génération, Raph. Dis-nous un peu qu'en pensent les jeunes. Potentiel des jeunes cinéastes à amener des nouvelles vagues, des nouveaux mouvements artistiques dans le cinéma. Est-ce que les jeunes sont intéressés par innover Pour l'instant, c'est compliqué à dire. Il y a une volonté d'innover, sauf que entre guillemets le système écrase tout pour dire voilà, non, en Belgique on fait ça, ou on fait ce genre de film là. Toujours un petit peu des mêmes thématiques, tu vois. Le côté relationnel, bon, non pas ça, mais ce côté sur des relations, toujours un peu avec la même histoire, tu vois. Il n'y a pas de grandes idées originales, tu vois. Donc pour l'instant, je dirais que non. Voilà, si je dois dire un oui ou un non, je dirais que non. En tout cas, pas en Belgique. En tout cas, pas en école de cinéma en Belgique, peut-être. Ouais, en Belgique, en tout cas, vous savez, hein, ça, on tue un peu ce côté l'innovation parce qu'on veut. On veut la compétition. Non, la compétition, même au-delà de ça, le cinéma social, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, mais le cinéma social, il vient d'où ? Il vient de la compétition. C'est parce qu'il marche qu'on continue à en faire. C'est parce que le cinéma social, ça va à Cannes, ça fait des prix à Cannes, on en passe sur la RTBF, etc. Enfin, oui. Et je pense qu'il y a aussi ça a aussi un autre problème, c'est que je pense que on n'a pas la même culture du scénario que chez les anglo-saxons, tout simplement. Non, oui, pas du tout. Non, c'est... t'as eu 2-3 films de science. Tu sais, il y avait le film où il y a du brouillard dans Paris. Ah ouais. Machin. Il y a eu le film de sous-marin, machin, mais ces films-là marchent pas. Et les gens, ils essayent, mais au final, ça marche pas. Donc, quand il n'y a pas des grands noms, ou quoi, et même, je crois que le film de sous-marin, il y avait... il y avait des grands noms. Hein. Il y avait des grands noms. Dans le film avec le brouillard, il y avait Romain Duris, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a des grands noms quand même, mais c'est pas des inconnus. Est-ce que les gens veulent juste de la comédie de famille? Mais non, le problème, c'est que quand tu donnes du caca à un être humain, il l'aime pas au début, puis il le mange. Mais quand tu commences à donner une frite, il va dire mais qu'est-ce que c'est? Moi, je veux du caca, tu vois. Donc, je pense que c'est peut-être normal qu'au final, peut-être le public français se dise non, attends, mais servez-vous, il faut que vous me serviez mon caca de la semaine, quoi. Donc pourquoi j'ai pas un plat qui est bon? Je suis habitué à manger du caca. Donc ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ce côté, peut-être on n'a pas l'habitude d'être Oui, on n'a pas l'habitude, mais quelque part, entre manger du caca et manger un bon repas, mais ils aiment le caca. Il y en a un qui est meilleur pour ta santé, quoi. Je pense que c'est pas déraisonnable de dire que l'un est meilleur que l'autre. Tu peux remplacer le caca par Marvel, ça marche aussi. Mais encore une fois, non, c'est juste que là on parle de la diversité du public. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Bon. On parle de Marvel. C'est bon. Non, on parlait de Mulan. Les gars, moi je serais déçu si ils postent à Marvel sur Disney+ en exclusivité. J'avoue que ça m'énerverait un peu, mais bon, je me débrouillerais pour l'avoir en streaming, quoi. Prépare-toi. Ouais, après je me dis tant pis, quoi. Oui, c'est dommage. Mais ce que je voulais dire par rapport à la merde qu'on regarde, c'est très simple. Ça porte un nom, c'est l'addiction. Voilà, ils savent pas. L'aliénation. Tout simplement. Et il y a des solutions.
la thérapeutique, tu vois, la méditation. Mais en tout cas, il faut surtout de la conscientisation pour changer, pour évoluer, mais pour devenir quelqu'un de meilleur, tout simplement. Parce que si tu es pas conscient que, par exemple, tu regardes des comédies à l'eau de rose avec Christian Clavier ou tu regardes des Marvel en te disant simplement oui, c'est bien, mais si tu te dis non, il y a peut-être mieux en fait, là, il y a déjà un changement, tu vois. Mais les gens, ils se disent pas ça, tout simplement, parce que, pourquoi? Parce qu'on leur dit pas, déjà ça. Et quand on leur dit, ben, vous allez me dire, ouais, ils râlent comme ça, ouais, mais non, Marvel, c'est très bien et tout ça. Oui, mais non, on va pas dire que c'est de la grosse bouse, ça c'est sûr, tu vois. Mais le truc, c'est que, il y a mieux. Ah, mais complètement. Enfin, oui. Bah, là, pour l'instant, je suis en pleine découverte du cinéma asiatique et je vois que, enfin, par rapport aux émotions que je ressens quand je regarde un Avengers Endgame et un film coréen, enfin, c'est pas, je vis un film coréen, tu vois. Mais non, je pense que tu as raison. C'est juste, voilà, il faut conscientiser le public, dire qu'il y a autre chose qui est mieux, qui est peut-être plus intéressant. Ça peut prétendre élitiste de dire ça ou prétentieux, mais allez, moi je parle pour moi. Moi je suis aussi dans ce même problématique. Je sentais bien Pamancha et Dessous rigoler en fond de couloir comme ça, mais moi j'ai un gros problème aussi, par exemple quand je regarde des séries sur Netflix ou même des animés ou quoi, je regarde parce que j'ai envie de regarder. Je regarde des animés de merde si j'ai envie, voilà, c'est parce que ça me prend. Mais après, je me dis, ouais, c'est quand même de la merde et il y a quand même mieux, quoi. Donc, non, c'est un travail de tous les jours. C'est pas facile de dire que Naruto c'est de la merde, mais il faut le dire parce que voilà, ça te permet de t'améliorer, de changer, tu vois. Il faut leur dire ça aux gens. Mais voilà, après, là on a peut-être deux choses très, très différentes. Les gens n'ont peut-être pas forcément envie de découvrir le cinéma. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste kiffer leur temps en regardant un truc qu'ils aiment bien. Ils n'ont pas forcément envie de... Oui, mais ils peuvent kiffer encore plus. Le truc, et ça je suis d'accord avec Nagi Day, c'est il faut être exigeant. Voilà. Et il faut savoir... admettre quand tu profites pas, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Pour les sceptiques, justement, encore une fois, faut voir ça comme une sorte de compétition intérieure, tu vois. Donc, voilà, on parlait de compétition, mais tu vois, quand tu disais, oui, mais ça t'améliore, ça te pousse au retranchement de tes limites, tu vois, ben, il faut peut-être l'inculquer aussi même dans ce qu'on regarde, tu vois. Parfois, moi, j'ai pas envie de regarder ce film et je me dis, allez, je me lance parce que je suis sûr que ça doit être intéressant, tu vois. Par exemple, il y avait pas mal de films que Dessous m'avait proposé, entre autres du Japon. Moi, j'étais pas intéressé de regarder ces films-là, mais pourtant, voilà, je me dis, ça doit être intéressant et j'ai kiffé ma race, tu vois. Et donc, ça m'a appris aussi à regarder des films qui sont moins kiffants, donc comme des films russes, tu vois. Et finalement, l'expérience est juste tout bonnement incroyable, quoi. J'aimerais bien savoir ce que Arknea pense de tout ça, parce qu'on l'a pas entendu depuis. Je suis à la fois d'accord avec Nokide, mais en même temps, ouais, je suis peut-être un peu moins... extrême. Pas extrême, mais bon, disons... De mon expérience, dire aux gens ce que tu dis c'est de la merde, voilà, intéresse-toi à ce truc dont tu ne t'intéresses pas, voilà, c'est rarement efficace. Bon. Il y a la manière de le dire. Et c'est une pique, hein. Oui. Ouais, je pense que c'est des changements qui viennent au fur et à mesure, hein, c'est pour ça. Et je pense aussi que si un certain type de cinéma ne fonctionne pas chez nous, par exemple, ça vient de plusieurs raisons, notamment l'habitude. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on a déjà on n'est pas assez habitué à essayer de voir certains films. Il y a beaucoup de films qui sont très mal vendus. On parlait du film là avec le brouillard dans Paris. Voilà, il est tellement mal vendu qu'aucun d'entre nous ne se rappelle comment il s'appelle, c'est dire. Voilà, je sais pas, je me souviens avoir. Voilà, mais c'est mal vendu. C'est un serpent qui se prend la queue. Voilà, où les boîtes de prod savent que ça va moins intéresser les gens. Du coup, ils le vendent moins, ils dépensent moins d'argent pour la pub. Et du coup, les gens ne peuvent pas aller le voir et essaient de s'y intéresser. Et je pense aussi que l'un des problèmes, c'est voilà, on n'a pas encore assez de films comme ça. Je pense qu'il en faudrait plus pour que les gens finissent par s'y intéresser d'eux-mêmes. Moi, je pense surtout qu'il faut des projets populaires
et à la fois original. Je sais, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est intéressant parce que t'as beaucoup de gens qui veulent se diriger vers du film entre guillemets pas prise de tête où voilà on est sur du blockbuster voilà où ça pète de partout, il n'y a pas vraiment de réflexion derrière. Et à côté de ça, t'as pareil des écoles de cinéma qui essaient d'enfermer leurs élèves dans un couloir d'idées reçues sur l'art. Mais je pense que ce serait pas mal que les gens se dirigent vers un entre-deux. Je pense vraiment que c'est très possible qu'il y ait un entre-deux qui soit trouvé et que à côté de ça, on est toujours nos blockbusters, nos films d'auteur un peu plus cérébral. Mais du coup, voilà, on retourne un peu sur cette idée que voilà, il faut qu'il y ait un changement dans le système, je pense. Mais je pense aussi qu'il faut encourager les nouveaux à essayer de produire des trucs. Attention, peut-être que Christopher Nolan sera toujours là. Hein. Ouais. Pour faire ses blockbusters. Ouais, mais est-ce que quelque part Christopher Nolan n'a pas un peu touché cet entre-deux dont vous parlez entre le film d'auteur cérébral et le film populaire. En vrai, parce que moi, le film populaire, je saisis pas vraiment ce que c'est quoi exactement en vrai. Quand on dit populaire, c'est un peu ce côté décérébré, tu vois, donc qui peut toucher à tout le monde, donc c'est-à-dire à un QI de 80, tu vois. Donc tu peux pas dire ça. Oh là là. D'ailleurs, dans cette idée-là, il y a aussi Aronofsky. Voilà, merci. Qui fait un peu ce genre de cinéma-là. C'est un cinéma qui est très accessible, mais en même temps qui est très, très cérébral. Je sais pas, en tout cas, il est très arty, il est très... Le truc, c'est que Nolan, Aronofsky, c'est Warner Bros. Donc, si Warner Bros. Décide d'ouvrir son truc de stream et de mettre les Nolan sur Internet... Oh non. Ils sont pas déjà Warner Bros? Warner Media? Alors, petite parenthèse, après vérification, effectivement, Warner et HBO se sont associés pour ouvrir leur plateforme HBO Max. Mais bon, pour l'instant, seulement aux États-Unis, donc... Voilà, je vous laisserai un lien en description pour ceux que ça intéresse, et bonne continuation. Enfin, Nolan, il a rien à dire, quoi. C'est Warner qui décide. Hein. Ouais, de toute façon. Quoique, maintenant, il a gagné en notoriété, et Nolan, il est producteur. Et à partir du moment où tu es producteur, t'as ton mot à dire. Hein. Ah, peut-être. Oui, il est très réputé chez Warner. Il devient un peu une sorte de messie comme ça. La plupart des films de Noël, justement, et beaucoup de films de Warner, ils ont fini sur Netflix d'un moment à un autre. Donc voilà, ça montre bien que Nolan, que ça finisse sur des signes de streaming, il n'a pas grand-chose à foutre. Quoi. Je pense qu'il veut pas que les films sortent sur des trucs de streaming, uniquement. Une fois que la durée de vie du film au cinéma est passée, là il se dit c'est bon, sur Netflix ça fait du pognon quoi. C'est genre on passe plus Interstellar au cinéma maintenant. Si, il repasse. Oui, il repasse, mais il ne repasserait pas s'il y avait pas. C'est de l'espace aussi, il repasse de temps en temps. Ouais. Je me rappelle mon ancien prof de cinéma qui nous disait que les salles de cinéma, ça va devenir comme les musées. Ils vont repasser que des vieux films et on viendra parce qu'il y a un présentateur, on viendra pour la culture. Au fond, pourquoi pas. Et finalement, quand tu te rends compte de ce qui se passe maintenant, ça pourrait être ça. Hein. Ça pourrait être un bon système. Hein. C'est pas plus mal, mais en même temps, ça attire pas les foules, donc c'est pas forcément un super modèle économique. Mais peut-être qu'il y aura dans cette idée de séance spéciale où on va passer un certain film, peut-être que justement tu as des potes de prod qui vont essayer de faire des soirées spéciales cinéma, tu sais, où ce sera tu sais, soirée exceptionnelle, une salle super équipée, tu sais, que le cinéma ne soit plus la norme finalement, que le cinéma ça devienne vraiment un événement, quoi, un gros événement. Que ça devienne un peu un événement comme ça l'était au tout début dans les années 20 quoi, où c'était c'est genre les gens allaient au cinéma comme ils allaient à une soirée de gala. Ou à l'opéra ou au théâtre, ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être, mais en même temps, du coup, de nouveau, hein, tu passes pas Gaspard Noé à une soirée de gala. Ou alors, Ça serait rigolo, mais tu peux pas le faire. Après, j'imagine, tous les gens qui boivent un verre à côté, après l'événement, sont là, la tête baissée, regard vers le vide. Ils prennent tous des shots de vodka comme ça pour oublier. Oublier. Ah oui. On va peut-être tous en finir parce que ça fait un peu plus... conclusion. C'était un super débat, les gars. Je sais pas si... Raphaël, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Par rapport à Disney, pour revenir quand même sur le thème principal, c'est malheureux. C'est simplement malheureux, en fait.
c'est au public, du coup, à montrer son mécontentement, au final. Est-ce que le public va suivre la tendance en allant payer Disney Plus et le film, ou est-ce qu'ils vont quand même montrer leur affiliation au cinéma? On a beau faire tout ce qu'on veut, tout ce que les productions veulent, toute la promotion, même baisser les prix, au final, c'est le consommateur qui décidera. Donc on verra s'il est d'accord avec cette nouvelle politique ou pas. Voilà, en tout cas, moi personnellement, si je pouvais claquer les doigts, j'aimerais bien quand même que Mulan, même et les autres films, continuent à sortir au cinéma, parce que c'est vraiment dommage de priver des employés et Madame Pipi des recettes que ça pourra faire. Mon mot de fin, je voudrais juste revenir un peu aussi à ce débat. Voilà, moi je trouve ça triste pour les salles de cinéma avant tout, les salles de cinéma qui existaient quand même depuis le début. Beaucoup de gens risquent de perdre leur emploi, comme dans l'ancien débat, on en avait parlé sur les vidéoclubs. On sent quand même qu'il y a un changement, plus de chômeurs. On risque de perdre un peu quelque chose dans cette année 2020. Et voilà, moi j'ai surtout une pensée pour tous ces gens qui travaillent dans le milieu, qui auront peut-être plus dur de se reconvertir vers autre chose. Donc oui, l'avenir est un peu maussade, très clairement. C'est pour ça qu'on doit arrêter de cacher ça. Voilà, on doit continuer un peu le combat, parce que le combat, c'est quoi? C'est encore une fois cette conscientisation sur les drames qui s'opèrent, parce qu'il y a pas que le cinéma, il y a pour beaucoup de choses, tu vois. Mais voilà, donc les salles de cinéma vont devoir changer. Nous, en tant que consommateurs, nous allons devoir aussi changer, parce que voilà, je pense pas qu'on sera capable de se payer 46 abonnements pour dépasser un budget de 200 € par mois. Je pense pas que ça soit possible, vu que il y aura plus de chômeurs, donc encore moins d'argent à utiliser. Donc voilà, non, je pense qu'il faut garder un peu une mentalité positive, c'est que dans ce changement, il y aura des opportunités, mais il faudra les attraper, c'est tout. Ok. Daïsou. Ouais, je suis assez d'accord avec tout le monde. C'est assez triste. Enfin, c'est une catastrophe ce qui se passe pour les salles. Donc, moi, j'espère que le coup de Mulan va complètement foirer et que ça va aller, mais je sais pas. Je suis assez dubitatif et ouais, comme dit tout le monde, ça risque de dégénérer assez vite. Donc, pour l'instant, j'attends de voir et on espère, quoi. Mais ouais. D'accord. Pas Mancha? Ouais, c'est triste, c'est une catastrophe ce qui se passe pour les salles de cinéma. Après, il y aura des opportunités à saisir. En soi, je pense que on a touché là-dessus à un moment, mais je pense que en soi, si le problème est d'une nature politique, je pense que la solution viendra du domaine politique. Je pense que ça a son importance de pouvoir l'admettre. En tout cas sur YouTube, parce que je pense que j'ai pas vu beaucoup de gens en parler sous cet angle-là sur YouTube. Après, je pense un peu l'espèce de panique qui a pris l'internet, un peu tout ça. Je pense que c'est un peu dans la nature de l'internet de paniquer vite, c'est de partir assez vite en besogne. Faut voir ce qui se passe concrètement. Faudra voir ce qui se passe concrètement. Parce qu'en soi, je pense pas que les salles vont faire faillite toutes dans l'année. Non. Quelques-unes, je pense. Quelques-unes, mais en soi, je pense que le modèle va survivre pendant encore un moment, au moins assez longtemps pour que quelqu'un monte un plan et puisse proposer un plan au niveau politique ou à un autre niveau qui va pas régler le problème, mais qui va peut-être mitiger, un peu dissiper une grosse partie des dégâts que tout ça va causer. Je suis assez d'accord avec vous tous, mais bon, pour essayer de contrebalancer dans la balance, je vais essayer d'être un petit peu optimiste en me disant que, je vais garder espoir que tout ça nous mène vers du changement positif, qu'on puisse se relever de tout ça et pouvoir créer des nouveaux contenus, s'adapter à ce nouveau système et faire en sorte d'en ressortir plus fort. Donc voilà, c'est tout ce que j'espère. Merci. Ouais, donc on remercie à tous les gens qui ont écouté beaucoup dans la vidéo. Ah oui, et merci à Raph pour sa participation. Avec plaisir. Le débat continue chez vous et entre nous. On vous dit bonne soirée et portez-vous bien.